les hommes et les femmes se baignent en même temps. D'ailleurs, c'est des lieux de licence. J'ai montré ici, je ne sais pas si je peux les remontrer, mais j'aurai pas le temps, des bains publics où les hommes et les femmes sont dans des grands baquets, sont nus, en train de festoyer, et tout autour, il y a des lits. Hein. Tu vois, donc ils festoient, et ils se baignent, et puis... Mais c'est toujours l'amour propre, hein. C'est pas l'amour dégueulasse. Hein. Voilà, je les ai mises là. Voilà. Voilà, tu peux prendre cette image-là, que j'avais déjà montrée. Hein. Oui, non. Là, tu vois, là, les gens, ils sont tous à poil. Et ils sont ils baignent dans la flotte. Ça me et plaît, ça. ils festoient. Puis, il y a un couple dans un coin qui s'amuse. Ça fait un peu ambiance sonar, hein, backroom quand même, hein, cette affaire. Ça, c'était des bains publics, quoi. C'est un peu les backrooms, hein. Au Moyen-Âge, ils étaient... Tu vois, c'est bien parce qu'ils Il gardent y a des voyeurs dans le fond là-bas, je sais pas ce qu'ils font. Ils sont derrière une glace, on aurait dit, non? Une glace sans teint, c'est bien, non? Les femmes gardent leur coiffe, hein, quand même, parce que c'est pas du tout... C'est très malséant, on verra, que les femmes aient les cheveux libres. Oui, c'est marrant, oui, parce qu'elles sont toutes nues, mais avec un petit chapeau. C'est pas bien, parce que on verra qu'il faut pas montrer sa chevelure. Hein. Mais par contre, les deux, là, c'est quoi? C'est des prêtres pervers qui se sont perdus ou Je sais pas, ça vient d'une histoire. C'est tiré d'une histoire, hein, j'en sais rien. Hein. T'as l'autre image derrière aussi, hein, celle d'après aussi. Donc on voit, ils sont à poil, et puis il y a de la musique, et puis voilà, ils trempent dans un baquet. Donc c'est pour montrer qu'à cette époque-là, on était propres. Ouais. Les hommes et les femmes étaient propres. C'est pas comme après. D'accord. Tu vois, toujours, c'est tout le... C'était sympa les bains publics, dis donc. Hein. Réhabilitons les bains publics. Hein. Alors on va parler de l'accouchement. C'est important. On change pas. La naissance. Voilà. Non, mais parce que là j'ai deux images d'accouchement. Donc on accouche. Les femmes accouchent de deux manières, soit debout, hein, c'est quand même un peu terrible, on voit donc l'image d'un accouchement, la femme est debout, et la sage-femme donc va prendre l'enfant par derrière sous la robe. Tu vois comment... Ouais, c'est bizarre comme façon de faire, non? Alors, sage-femme, c'est vraiment un métier qui est au registre des métiers, hein. C'est un métier qui a un long apprentissage. Derrière, il y a une aide, hein, qui certainement apprend le métier, et qui est un métier très réglementé, quoi. Il n'y a pas n'importe quelle femme qui peut accoucher. C'est un vrai savoir-faire. Elle a l'air de souffrir quand même. Il n'y avait pas l'accouchement. Il n'y avait pas de péridurale, évidemment. Ni de péridurale. Donc ça, on accouche comme ça. J'espère que les femmes ne vont pas trop les effrayer. Ça fait l'air assez horrible. Ou on accouche comme ça. Alors là, on accouche comme ça. Alors là, elle est assise. Là, elle est assise. Là, le plus souvent, on accouche assis avec une aide derrière. Par contre, dans la photo d'en bas, c'est une césarienne. Donc ça, les césariennes ne se font que sur des femmes mortes. C'est ce que j'allais dire, elle a l'air morte. Tu l'as enlevé de là. Il faut dire que l'accouchement est on va dire jusqu'après la guerre de 14, hein, c'est même à la moitié du 19e siècle, l'accouchement est quelque chose de très très dangereux, il y a des fièvres puerpérales, beaucoup de femmes meurent en couche. Beaucoup de femmes meurent en couche, et au Moyen-Âge, c'est 30-40% des femmes qui meurent en couche. Donc là, il y a tout le mythe d'Eros et de Thanatos, hein, de l'amour et de la mort, qui viennent du risque de l'enfantement issu de l'amour. Hein. C'est tout un mythe qui est socialement important, que la mort est issue de l'amour. Eros et Thanatos. Justement dû au risque important de l'accouchement. Alors, donc, on va voir maintenant la mode. Oui, la mode.
Alors, donc on a vu que les femmes portent une chemise et une cotte. Cette cotte va changer d'allure au cours de différentes modes, et sur la cotte, elle porte une surcotte. D'accord. Donc il y a toujours 3 couches de vêtements, au moins. Hein, et sur la surcote, une surcote et après il y a, quand une elles robe. sortent, il y a un manteau, ce qu'on appelle un mantel. En fait c'est une cape qui est avec une capuche, souvent, pour sortir. Hein, et dans les pays froids, il y a encore des pièces intermédiaires. Il peut y avoir un boléro, quelque chose comme ça, hein, parce que les chauffages sont pas très importants, il fait froid, et donc on multiplie, chez les femmes comme chez les hommes, les couches de vêtements. D'accord. Alors on n'a pas plus chaud pour autant. Voilà. Alors là aussi, donc pour l'intimité de la femme, on va en terminer avec l'intimité. Pour les menstrues, pour les règles, donc les femmes portent ce qu'on appelle un drapeau, qui est le même terme que les couches de bébé. Et on sait comment sont les couches de bébé, mais on n'a jamais vu, il n'y a aucune iconographie sur les drapeaux des femmes, donc on pense que c'est pareil. Donc c'est une pièce de drap triangulaire qui s'attache sur le devant. Ah, pour empêcher que ça coule avec les règles. Et je sais que ça... Culotte, ça devait pas être jojo quand même, quand elles étaient en menstrues, les femmes. Ah bah quand elles avaient leurs règles, elles mettaient ça. Sans vouloir être inélégant, mesdames, mais bon, quand même, sans culotte, elles mettaient ça, mais vaut mieux mettre mais je vois que dans le trousseau de ma grand-mère, qui est née en 1890, il y avait encore ces pièces en triangle qui existaient encore. D'accord. Ouais. Donc avant les serviettes hygiéniques, c'est après la guerre, c'est après 45, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, ma mère portait des serviettes hygiéniques, mais ma grand-mère non. Hein. Ouais. Donc les femmes portaient ces pièces de drap en triangle pendant leur règle. Voilà. Bon, vous savez tout sur la femme du passé. Donc là, si la chemise... alors c'est laquelle faut donc là, c'est la cotte ou la robe et la surcote qui change avec la mode. Hein. Ouais. Quelle image Bon, bah là, par exemple, on va prendre celle-là, hein, parce que là, on parle du bliot. Alors, le bliot qui durera longtemps, c'est une cotte dont les manches, tu vois, s'évasent, et plus on est noble, et plus ça traîne par terre. Hein. Donc ça symbole de richesse en fait. C'est un symbole de richesse, et puis aussi la longueur de la robe, de la jupe, qu'on appelle la jupe. Hein. C'est parfois fait dans une seule pièce, mais dans le vêtement féminin, la partie basse s'appelle la jupe, la partie haute le corsage. Hein. Il y a jupe, le corsage, les manches. Voilà. Alors, il y a des cottes qui sont ouvertes ici, hein, et qui permettent de ne pas enfiler les manches. Et ça, surtout pour les travailleuses. Et on noue les manches derrière et on est en bras de chemise. Donc, on a une cotte qui est... on a les manches libres. Les manches libres, ouais. Voilà, ça existe. Mais ça, c'est pour les travailleuses, pas pour les femmes riches. Donc là, on a quelques formes de bliot, tu vois, là. Hein, voilà, un bliot. Donc là on est 12e siècle. Hein. 12e siècle, ils ont ramené ça après la croisade, le terme de bliot. Donc au 12e siècle... Ça vient d'Orient encore. Beaucoup de choses viennent d'Orient. Hein. Au XIIe siècle, donc la femme est moulée encore. Hein, au XIIIe siècle, il ne sera plus. Donc elle a sur la tête un voile et on voit un cercle. Ouais. Ça peut être une couronne de fleurs pour les jeunes femmes. Hein. Les cheveux sont souvent des tresses. Alors c'est des tresses qui pendent, mais après l'Église va beaucoup travailler sur la femme, hein, pour la masquer. Et donc on verra qu'au XVe siècle, donc on verra quasiment plus les cheveux, quoi.
Hein. Les cheveux doivent plus se voir. Au XIIe siècle, on les voit encore. Donc là, au XIIe siècle, la femme a l'air encore d'une belle femme. Au XIIIe, elle va être complètement effacée Alors. Voilà, là tu prends celle-là, là on voit la surcote. Hein, alors là on voit ce qu'est la surcote. La surcote est souvent sans manche. Ouais. Hein, tu vois, laisse de très larges échancrures sur le côté. D'accord. Et puis il y a les coups. Et puis t'as raison. Ça c'est la troisième couche. La troisième couche, d'accord. Et là, elle est couverte là en plus. Voilà. Hein, mais on verra la gorge que la seconde moitié du XVe siècle. Hein. Au XIVe siècle, les femmes, on ne voit pas du tout. Elles sont complètement effacées. On verra. Alors sur la tête, ici, hein, donc les cheveux commencent à se mettre dans des filets. Ouais. Là, on voit un touret et avec une barbette et les cheveux qui sont enfermés dans un filet. Alors, on va revenir en arrière, on va prendre le codex. Alors, naissance. Voilà, codex Manessé. Prends le codex Manessé qui est intéressant à plusieurs titres, parce que le codex Manessé, c'est un traité d'amour courtois allemand, Heidelberg, hein, où il y a environ 200 images qui sont restées, et donc c'est une source d'iconographie extraordinaire. Hein. Si tu prends par exemple la vue 75, hein, donc là on voit le vêtement masculin et féminin, on voit comment l'homme et la femme sont habillés, et donc là on est fin du XIIIe siècle, et là il n'y a plus de ceinture. Ouais. Hein, voilà. La femme, on ne voit pas les seins, la femme est... Hein, on voit, alors là, il y a la mode du petit chien, elle est toujours avec son petit chien, il y a la posture féminine aussi, hein, qui va être longtemps une posture avec le bassin en avant, une posture comme ça. Plantureuse. Voilà. C'est comme ça qu'elle se présente. Et là, les hommes mettaient Alors des ça, robes. c'est une jeune fille. Les hommes mettaient des robes là. Oui, les hommes étaient en robe, ils avaient pratiquement les mêmes, ils pouvaient s'échanger. Oh, bah, ça va faire plaisir à un adjet. C'est vraiment... et donc, papa porte une robe. et donc là c'est une jeune fille, donc elle est non mariée, puisque là, les cheveux libres. Ah, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Voilà. Parce qu'elle a pas de, elle a laissé ses cheveux libres, d'accord. Voilà. Donc là, tu peux passer différentes images, on va pouvoir les commenter. Hein. Donc là, on va passer ce que c'est que le finamore. Alors, finamore. L'amour courtois, c'est une invention du 19e siècle. Hein, alors tu vas chercher finamore, tu arrives sur amour courtois. L'amour courtois, c'est une grosse invention encore de ces connards qui ils ont inventé un truc et qui en fait quand tu vas fouiller tout ça ils disent l'amour courtois c'est de l'amour platonique, c'est pas vrai du tout. Le finamore c'est le finamore c'est le bel amour, on va dire, hein, le bel amour. Le bel amour, ouais. Le bel amour, et ce sont des règles de comportement. Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, il n'y a pas le petit Jésus dans la crèche. Ça c'est jamais. Jamais. Donc on va voir ce que toute l'histoire du rapport homme-femme et en fait du rapport sexuel. Est-ce qu'il y a un rapport sexuel? Pas du tout. Et comment, en fait, le finamore, c'est la femme qui a réglé le comportement. C'est la femme qui dit, voilà, ton comportement vis-à-vis de moi doit être comme ça. Et c'est écrit. Et les hommes se soumettent à ce type de comportement, qui est un comportement qui
qui courtise longuement, c'est-à-dire la femme est courtisée, elle est aimée, c'est-à-dire il y a toute une importance de l'approche amoureuse, toute une importance des préliminaires, quoi, tu vois. C'est pas tu prends la bonne femme et puis tu la trousses comme l'autre. Non, 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 non. C'est que des règles complexes mis en œuvre. On verra que dans le De Amor d'André Champlain, ça a été écrit par Aliénor d'Aquitaine et par sa fille. Donc ces règles-là, ce sont des règles féminines. D'accord. Hein? Donc c'est la caractéristique du film Amour. C'est l'amour vu par les femmes et non pas vu par les hommes. Hein? Et donc il y a cette fameuse couronne de fleurs, cette fameuse couronne d'amour, dans quoi le mec il monte à l'échelle avec sa robe, ça doit pas être terrible. Hein? Hein, on va les prendre les unes après les autres, je vais les commenter. Hein? Alors là on reçoit des... Bon là on voit un mec, il a une épée, mais tu vois l'image. Tu sais pas, parce que là, au XIIIe siècle, là, il y a vraiment une confusion, quoi. Ah bah vraiment, bah là, ouais. Les hommes, les femmes ont les cheveux longs, ils sont habillés pareil. Les hommes ont la taille très fine. Enfin, au moins, ils sont représentés comme ça. Hein. Remarque qu'il a un petit peu de barbe quand même, si on regarde bien. Voilà. Ouais, voilà. Alors là, on voit. Par la suite, donc là, bon, ça c'est l'image du chevalier classique, on va passer. Alors attends, pourquoi il a une tête d'aigle? Ouais, bon, ben ça... C'est un côté Osiris. Donc ça, on voit l'armement du chevalier typique de la fin du XIIIe siècle, hein, avec un aume fermé et puis une cotte de maille. L'armure, hein, c'est fin XIVe siècle. Hein. On l'a déjà dit, hein, quand on prend des chevaliers en armure, c'est pas du tout Moyen-Âge l'armure. Alors l'image d'après, donc c'est une image extrêmement intéressante et qui montre les rapports hommes-femmes à travers cette image. Ah, voilà. Alors on voit les dames qui sont en train de... Alors voilà, les dames qui sont là-haut, elles sont là avec ces jeunes femmes et on les voit, et les mecs qui sont en train de se battent comme des chiffonniers. Donc ça, c'est une image de tournoi. Pourquoi on voit c'est une image de tournoi? Parce que ils n'ont pas des casques de guerre avec. C'est dans les tournois qu'ils portent les signes sur les aumes. D'accord. Tu vois, hein? Et on voit qu'ils ont des épées émoussées ou des bâtons de fer. Hein? Donc voilà. Donc ça, c'est un tournoi. Et donc dans toutes les on voit de multiples images, donc ce tournoi qui sont des simulations de guerre, et au XIIe siècle, il y avait autant de morts dans les tournois que dans les guerres, il y en avait même plus, quoi. Ouais. Les armes n'étaient même pas émoussées, ils s'entretuaient dans les tournois. Alors après, évidemment, on a essayé de réguler tout ça, et puis on a employé des armes émoussées, et après des bâtons seulement, voilà. Ouais. Mais c'était quelque chose de très dangereux, et on voit toujours des estrades sur lesquelles ces dames regardent ces vaillants chevaliers en train de se foutre sur la tronche, et de choisir. Signes, tiens, celui-là, il est pas mal. Et alors, en fait, c'est celui qui est vaincu au tournoi, il rentrera chez lui, il dira... À queue basse, comme on dit. Il rentrera à queue basse, il pourra aller qu'au boxon, hein, c'est tout. Hein, il n'aura pas l'une de ces dames. Donc on voit donc, et donc, évidemment, ces chevaliers portent les couleurs des dames. Hein. Ils se battent pour les dames. Ouais, d'accord. Ah, ils se battent pour les dames. Ah bah bien sûr. Ouais. Bah, bien sûr. Chaque dame a son chevalier qui porte un objet à elle. Il y a donné un mouchoir, un foulard, quelque chose comme ça, quoi. C'est un peu rituel presque ça. Ah bah oui, et puis il a intérêt à gagner, parce que sinon... Sinon, pas de... Ah, voilà, on pas de sexe. Voilà. Là, on a encore une autre image qui est typique, hein, qui est l'image typique médiévale, où ces messieurs se battent
et sous le regard de ces dames. Et donc, c'est ce qui montre un petit peu le... Et puis les dames sont en haut, quoi. Tu vois, ils ont une position un peu sociale d'arbitre, en fait. Hein. Oui, c'est marrant parce qu'elles font toujours des signes en plus un peu... Là, on a vu déjà cette image-là. Et puis là, c'est plusieurs qui sont en train d'égorger. Hein. Ouais. Ah. Eux, là, ils sont en train de se faire égorger, leurs casques sont tombés à terre, en fait. Ouais. Oui, ben non, mais il y avait des morts, hein. T'as vu, là, celui-là, lui, il l'a pris, clac, et il l'a pris par le cou. Et puis, là, je sais pas ce que ça va faire, mais pas terrible, hein, tu vois. Hein, voilà. Là, pour l'image d'après, là, on voit les vêtements au XIIIe siècle là, qui deviennent très billarés, très colorés, très sophistiqués. Ouais. Hein. Là, c'est pareil, reconnaître les hommes des femmes, c'est pas évident, quoi. Non, pas trop. Ouais. Hein, même dans la représentation, c'est pas... Mais ça changera. Hein. À moitié du XIVe siècle, la mode va changer. Hein. Là, on voit aussi donc là, les colifichets qu'achètent les femmes. Là, on voit la femme avec sa surcote, hein, sa cote, sa surcote. Et puis son touret. Hein. Voilà, elle n'a pas de ceinture, mais elle a sa ceinture, elle est en dessous la surcote parce qu'elle a toujours son aumônière, tu vois. Elle a toujours une aumônière avec ses petites affaires dans son sac. Un petit chien aussi. Voilà, toujours là, c'est montré avec les petits chiens. Il y a beaucoup d'animaux domestiques au Moyen-Âge, des chats et des chiens. Hein, on les voit partout, dans toutes les iconographies. Et puis là, on les voit, donc le jeune homme, il a dû gagner au tournoi, hein, là, sur cette image-là. Alors, il y a tout un tas de symboliques. Donc on voit que là, on les voit bien qu'ils sont habillés pareil, quoi. Ouais. Hein. C'est marrant ça, ouais. Et puis bon, il y a un oiseau qui mange, on ne sait pas. Voilà, c'est 1300, 1310, quoi. C'est le début c'est l'époque des rois maudits. D'accord. Hein. Donc on voit qu'au travers donc ce fil à mort, on va... c'est peut-être un peu décousu, mais on ne peut pas faire quelque chose de linéaire. Hein. Le linéaire, c'est quelque chose qui est quasiment infaisable. Là, prends fil à mort, il y a encore des images intéressantes. Hein. T'as regardé fil à mort, là. Là, on voit ça, c'est une iconographie qui est tirée des chevaliers de la table ronde. Ah. Hein. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Parce qu'on voit les femmes qui sont là, voilà, voilà, mais c'est un roman. C'est quand même un roman, mais là, ils sont pas là, ça, c'est pas du tournoi, ça. Là, ils s'entretuent, tu vois. Ouais. Ils s'entretuent réellement. C'est la guerre, tu veux dire? C'est la guerre. Hein. On voit bien que ici, tu vois, Oui, ils n'ont plus les décorations sur les haumes, là, en plus. Non, parce que ça, c'est du 15e siècle. Hein. D'accord. Et on voit que c'est du 15e siècle. Mais au 15e siècle, ils avaient des décorations en tournoi. Donc on voit justement que c'est la guerre. Hein. Donc c'est... Bon, à la guerre, il n'y avait pas les femmes qui regardaient, mais c'est une représentation quand même. Que ils se battent sous le regard de ces dames. Ouais. Et donc là on voit aussi, ça aussi c'est tiré des chevaliers de la table ronde, c'est Lancelot et Guenièvre. Hein, alors on voit on voit que c'est du 15e siècle, de par la surcote qui est échancrée. À part c'est Agnès Sorel qui va mettre ça à la mode. Hein. Agnès Sorel. Hein, c'est voilà, qui est échancrée. Un anagramme. Voilà. Une lointaine ancêtre, certainement, on dit Agnès Sorel, c'est vraiment... Alors, je voudrais...
quelques éléments d'André Le Champlain. Faut que je mette mes lunettes parce que... Ah voilà. Tiens, tu prends ici André Champlain. André Champlain. Voilà. Voilà. On va édicter les règles d'amour. Oui. Non, alors ça, c'est pas ça. C'est pas ça. L'amour courtois. Le déamore. Voilà, on va apprendre l'histoire du déamore. Donc, c'est André Champlain qui était à la cour de André le Chapelain plutôt, hein, qui était à la cour de Champagne de la fille de Aliénor d'Aquitaine, qui, après sa mort, qui a repris le flambeau de l'amour courtois et qui a, on va dire, sponsorisé Chrétien de Troyes et puis toute la littérature courtoise. Et donc, André Le Chapelain a écrit un livre qui s'appelle Le Déamore avec un certain nombre de préceptes. Et ces préceptes ont été édictés par Marie de Champagne, la fille de Aliénor d'Aquitaine, et Aliénor d'Aquitaine. Et donc ça, c'est les règles. Voilà. Donc ça, ce sont les règles amoureuses. Alors c'est marrant parce par que des femmes. Ah bah oui, ça commence bien. Le mariage ne doit pas empêcher d'aimer. Voilà. C'est-à-dire qu'on a le droit de tromper, quoi. Et on va voir, les préceptes sont étonnamment modernes. Hein. Le mariage ne doit pas empêcher d'aimer, le premier. Qui n'est pas jaloux ne peut aimer. 2. Déjà. Très féminin. Très féminin, la demande les mecs machos. 3. On ne peut accorder son cœur à 2 femmes à la fois. Bon. Ça se voit que c'est les femmes qui ont écrit. Par contre, l'inverse n'est pas écrit. Je ferai remarquer. L'amour augmente ou diminue, il se renouvelle sans cesse. L'amant ne peut rien obtenir sans l'accord de sa dame. Hein? Oui, mais les hommes vont se conformer à ça, mon vieux. À ça. C'est énorme parce que c'est les femmes qui édictent ça. Je crois que on va l'envoyer à Caroline Forest, ton texte là. L'homme ne peut aimer qu'après la puberté, c'est normal. Ouais. À la mort de son amante, un délai de 2 ans est nécessaire avant de s'adonner à un nouvel amour. Personne ne doit être privé de l'être aimé sans la meilleure des raisons. On ne peut aimer sans y être incité par l'amour. Amoureux n'est pas avare, ça j'aime beaucoup. C'est les meufs, elles ont pas... Amoureux n'est pas avare. Comment ta carte de crédit, t'as une gomme, chérie? Ça me fait penser la phrase qui disait Céline, t'es beau comme Crésus là. C'est fin du XIIe siècle. Hein. Ah ouais, mais on va voir que ça, c'est l'objet de ça, d'une controverse dans le roman de la Rose, qui aura critiqué Christine de Pisan, parce que bon. On va voir si on a le temps de parler de tout ça, parce que... Ouais, c'est l'heure de la pause, là, en plus, de la deuxième pause. Bon, attends, on va essayer. L'amant doit aimer une femme de condition supérieure à la sienne. Donc ça aussi, ça fait partie de... C'est-à-dire, en plus, où le chevalier courtise la femme du suzerain. Ouais. Hein? Voilà. Alors, est-ce qu'il couche, est-ce qu'il couche pas? Parce que il y a un peu d'adultère là-dessus. Déjà, tu as le droit de t'aimer sans mariage. Il faut que tu courtises une femme supérieure, mais c'est une femme qui est mariée, tu vois. Donc, alors, il ne faut pas oublier que le déamore, là, sera interdit par l'Église en 1277. Ah ouais? Ah oui. Ça. Tu vois que ça rigole pas, hein. L'amour doit rester secret s'il veut durer. Évidemment, si tu tapes elles ont pensé à tout. Elles ont pensé à tout. Absolument, c'est très important. La conquête amoureuse doit être difficile, c'est ce qui donne son prix à l'amour. Et en plus, ça te fait galérer, quoi. Le parfait amant pâlit en présence de sa dame. Quand un amant aperçoit l'objet de son amour, son cœur
tressaille, un nouvel amour chasse l'ancien, seule la vertu rend digne d'être aimé, lorsque l'amour diminue puis disparaît, il est rare qu'il reprenne vigueur, l'amoureux vit dans la crainte, Ah bah l'amoureux vit dans la crainte, j'aime bien, la jalousie fait croître l'amour, lorsqu'un amant soupçonne son amante, la jalousie et la passion augmentent. c'est énorme. Ah bah, va te Tourmenté tromper, par mais l'amour. ça fait monter l'amour et tout. Elle est énorme. Tourmenté par l'amour, l'amant dort peu et mange moins. L'amant doit agir en pensant à sa dame. Le parfait n'aime que ce qu'il Pense plaire à sa dame. plaît à sa dame. L'amant ne saurait rien refuser à celle que son cœur a élue. Hein, tu vois, c'est... Ah bah elles ont tout fait. Ah bah elles ça étaient... va. L'amant n'est jamais rassasié des plaisirs que lui apporte sa dame. Le plus petit soupçon incite l'amant. Le plus petit soupçon incite l'amant est obsédé sans relâche par l'image de celle qu'il aime. Je sais pas, il manque quelque chose. Non, c'est sûr. Amour ne rime pas avec luxure. Le véritable amant est obsédé sans relâche par l'image de celle qu'il aime. Rien n'empêche une femme d'être aimée par deux hommes et un homme d'être aimé par deux femmes. C'est un peu contradictoire. Ils étaient, j'ai envie de dire, très libérés à l'époque, hein, quand même. Voilà. Alors ça, c'est pas l'amour platonique, hein. Ah non, Donc c'est des règles qui sont... c'est tonique, il n'y a pas alors, le plat. là c'est le De Amor d'André Le Chaplin, c'est vraiment la Bible du fin amour. Hein. Ouais. Voilà, donc les hommes essayent de se conformer à ces préceptes écrits par Aliénor d'Aquitaine et sa fille. Ah bah il y a des femmes qui voudraient revenir à ces règles-là, hein, visiblement, tu vois, qui me disent revenons à ces règles. Ah bah, c'est normal. Et moi, quand je me suis beaucoup intéressé à ça, au début, j'ai écouté les balivernes du 19e siècle, puis je me suis mis à réfléchir. Puis je dis, mais ces histoires d'amour courtois, puis ces problèmes sur les polémiques sur le roman de la Rose avec Christine de Pisan sont étonnamment modernes. Tout ça, c'est extrêmement moderne, quoi. Hein, on voit que c'est des gens qui sont quasiment comme nous, quoi. Il y a une femme, il y a Véronique Isabelle qui dit les hommes étaient soumis le rêve. Puis moi elle s'est fait troller à la -5, tu vois, direct. Elle est -8, pardon, elle s'est fait troller. Bon, en tout cas, écoute, on va faire la petite pause et puis on revient juste après pour justement finir et puis avec ces femmes. Ouais, on va parler des femmes célèbres. Et on va parler des femmes célèbres, voilà. Des femmes couillues. Hein, à l'époque, mesdames, c'est vous qui commandiez, hein, ça vous plaît ça. Eh ben non, maintenant c'est Caroline Forest, tout le monde est au même niveau. Et oui. Donc, on fait une pause et on revient juste après. À tout de suite. Voilà, donc Philippe IV et ses enfants. Voilà, donc de retour toujours avec Alain et on va... alors là, on va voir la généalogie. Alors, voilà, on va repartir de cette histoire d'amour courtois et les effets. Ah oui, pardon. Ah bah oui, si on t'entend pas. Moi, je suis accroché, donc je peux causer. Et donc, les effets sur l'histoire de France et les débuts de la guerre de 100 ans. Ça nous permettra de parler de deux ou trois dames importantes de la guerre de 100 ans. Donc on a déjà, tu te rappelles les rois maudits, j'avais fait ça pour les rois maudits, et donc pourquoi on n'a pas de reine de France. Donc on connaît, tout le monde connaît l'affaire des Brus du Roi. Tu prends Philippe IV et ses enfants. Il n'est pas dans le... T'as pas Philippe IV et ses enfants? Bah non, j'ai copié le dossier. Bon, alors, donc on sait que Si, tiens, il est là, regarde. le successeur de Philippe IV et de Jeanne de Navarre, voilà, et donc Louis X le Hutin, qui a épousé... Philippe IV dit Philippe le Bel, hein, voilà, Philippe IV dit Philippe le Bel, qui a épousé Marguerite de Bourgogne, voilà. Et que Marguerite de Bourgogne et sa sœur, Jeanne d'Artois, ont été prises avec des jeunes chevaliers, donc selon les règles de l'amour courtois, donc le jeune chevalier qui courtisait la dame
de son suzerain, et que là, ça a dû se terminer au lit. Donc cet amour dit fin à mort, finalement, n'est pas du tout un amour platonique, hein, ça se termine souvent par une partie de sexe. Et donc c'est le grand scandale, hein, de l'histoire des rois maudits, et que donc on sait que Marguerite de Bourgogne et donc Jeanne d'Artois seront tués. Hein, les deux chevaliers seront atrocement torturés, mutilés, écorchés, émasculés, etc. Et donc ces deux princesses seront enfermées et donc mourront dans leur prison. Voilà. Et donc Marguerite de Bourgogne et Louis X de Lutin ont une fille, Jeanne II de Navarre, et n'ont qu'une fille, et cette fille aurait dû être reine de France selon les règles féodales. Donc attends, pour bien comprendre, Jeanne de Navarre, c'est la femme de Philippe le Bel. Jeanne Ier. Jeanne Ier de Navarre, Ouais, ils ont eu un enfant, donc Louis X le Hutin, Voilà. qu'on appelle Louis X. L'aîné, qui est devenu roi à la mort de Philippe. Qui est devenu roi à la mort de Philippe le Bel. Ouais. Et Et il s'est qui ont marié avec Marguerite de Bourgogne, Ouais. et ils ont eu une fille qui s'appelle Jeanne de Navarre. Jeanne de Navarre. Voilà. Hein, et qui s'est mariée avec Philippe III de Navarre. Bon, alors, Jeanne de Navarre, selon les règles féodales, aurait dû être reine de France. D'accord. Voilà. Et donc elle est pas reine de France parce que les Valois, le frère de Philippe IV, ont commencé à lever les bras au ciel. Ah oui, Voilà. mais peut-être que, étant donné que Marguerite a la cuisse légère, peut-être que sa fille n'est pas de sang royal. Donc ils ont argué de ça. D'accord. Donc ils ont d'abord dit, bah, à ce moment-là, on va faire en sorte que ce sera Philippe V qui sera roi. Bon, on sait que Philippe Philippe V qui était le frère de, Ouais, et Charles- de Philippe le Bel. Hein. On sait que tous les frères n'auront pas de descendance mâle et que finalement, tout ça, c'est une histoire qui a été racontée par les rois maudits, qui a fait le livre des rois maudits. Ouais, j'ai oublié. C'est vrai Ouais, qu'on en avait bon. parlé. Alors attends, pour bien comprendre, donc Philippe V ensuite, il se marie avec Isabelle. Voilà. Mais bon, on va pas reprendre toute l'histoire des rois maudits. C'est pour dire que cette affaire d'amour courtois s'est terminée en scandale et en coucherie, et que en fait, de ce fait-là, on a inventé une loi qui s'appelle la loi salique, qui est une invention pure et simple, qui veut dire que le royaume de France ne peut pas passer de l'anse en quenouille. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir de reine. Donc on a inventé ça pour empêcher Jeanne de Navarre d'être reine. Hein, et donc on a pris la descendance du frère de Philippe le Bel, Charles de Valois, et donc c'est Philippe VI, et donc la branche capétienne va passer aux Valois de ce fait-là. Et donc ça sera toute l'histoire de la guerre de 100 ans. Parce que, en fait, avant qu'on édicte la loi salique, Jeanne, on a fait renoncer Jeanne au trône de France. Elle a écrit, on lui a donné des avantages, mais en fait, c'est pas la loi salique qui l'a fait qu'elle est parraine, c'est qu'elle a renoncé volontairement au titre de reine de France.